tout le monde. Moi, c'est Irène. Je suis accompagnée de Juliette et on est les filles de Paulette, qui est un média indépendant, digital et print. D'ailleurs, petite couve du dernier numéro que vous pouvez trouver en kiosque et qui est un magazine féminin, mais pas que, qui a pour but de partager des parcours inspirants et bienveillants. Et cette émission Paulette Click, qui est présente donc, tous les mois sur la chaîne, c'est une manière de discuter de sujets qui touchent tout le monde via du partage d'expériences pour faire passer des messages forts. Donc aujourd'hui, je suis ravie de recevoir, on est ravis toutes les deux de recevoir d'ailleurs nos invités du jour. Donc l'émission, elle se passe en 2 parties. On va vous les présenter autour du thème qui est celui d'assumer ses préférences sexuelles et amoureuses quand on n'est pas hétéro. Comment ça se passe? Et on va discuter avec chacun de nos 4 invités sur le sujet. Juliette, je te laisse les présenter. Merci. Alors Audrey, tu as 37 ans. Tu as grandi en région parisienne. Tu es juriste et tu as fondé en fait le site Badass Maman où en fait tu décortiques ta vie de femme noire et de mère. Anthony, tu as 26 ans, tu as grandi toi aussi en région parisienne et tu es journaliste indépendant et co-animateur du podcast Extimité qui donne la parole en fait aux personnes qui sont minorisées. Et tu le co-animes avec 12 Dibondo qu'on a reçu dans le précédent talk sur l'engagement social. Voilà. Et en fait, en deuxième partie, on va avoir Camille Maty du podcast Intérieur Cuir et puis Miguel Chema, c'est le fondateur du compte Instagram Pracisé vs Grindr. Voilà. Donc, on a choisi le thème de cette émission parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un vrai constat sur l'envie de se sentir libre sur ses orientations sexuelles et amoureuses qui était de plus en plus présent et que c'était un vrai phénomène peut-être certainement amené aussi par les réseaux sociaux qui ont permis la possibilité à la fois de prendre la parole, de s'exprimer, d'inspirer des gens à ne pas avoir peur de se dévoiler plus et puis aussi qui ont donné la possibilité de faire plus facilement des rencontres grâce, merci Internet et toutes les applis de rencontres qu'on connaît. Et du coup, l'objectif de l'émission, nous, c'est d'essayer d'aider les jeunes déjà et moins jeunes à s'accepter dans leur choix, à faire un coming out ou non, s'ils en ont envie, déculpabiliser, surtout donner du courage et de la bienveillance. Donc déjà, merci d'être là, parce que c'est hyper important de témoigner et c'est courageux. Et donc du coup, j'avais envie de commencer la première question par un tour de table pour que chacun on se sente à l'aise sur quelles sont nos orientations sexuelles et notre attirance romantique, parce que des fois, ça peut aussi diverger. Donc, petit tour de table. Moi, je me présente. Du coup, je suis Irène et je suis hétéro. Toujours été pour le moment. Donc voilà. Ok, j'y vais. Du coup, en fait, moi, je crois que je suis plutôt fluide et sapio. Et en fait, dans la fluidité... Qu'est-ce que ça veut dire, sapio? Justement, ouais, en fait, la sapiosexualité, c'est quand on est attiré par les gens qui sont intelligents. Et là, moi, je ne vais pas parler forcément de personnes intelligentes dans le sens cultivé ou une intelligence parce qu'il est doué en maths ou quoi. C'est plus une intelligence de comment la personne va comprendre le monde et va s'engager. Enfin, c'est plus ça, vraiment. C'est une personne, c'est sa manière de comprendre le monde qui, moi, va m'attirer. Et en fait, quand je parle de fluidité, je pense que c'est ce qu'on rattache à la pansexualité. Dans le sens où en fait je m'en fiche du genre de la personne qui est en face de moi. Voilà, moi c'est mon attirance. Super. Et vous? Je pense que mon orientation sexuelle et mon orientation romantique coïncident. Donc je suis un homme attiré par les hommes principalement, et qu'ils soient cisgenres ou trans, et voilà. Okay. D'accord. Et moi, je suis un peu comme Anthony, je suis attirée aussi par les femmes et donc je me définis comme étant lesbienne. D'accord. Et quand est-ce que vous avez justement compris, ou admis, reconnu que vous étiez gay, lesbienne, fluide? Je pense depuis un certain temps, je dirais l'adolescence. Mais c'est vrai que c'est forcément une période où il y a plein de choses qui se passent, ne serait-ce que dans le corps, dans la tête, dans la vie en général. Et donc, j'ai commencé à avoir cette attirance et même ces questionnements à ce moment-là. Mais c'est vrai que pas beaucoup de possibilités d'en parler, pas beaucoup aussi de représentation. J'ai aussi grandi dans un milieu, dans une famille où même... Partout où j'évoluais, je n'avais pas d'exemple, je ne voyais pas de personnes qui étaient comme moi, entre guillemets. Et c'est vrai que quand il y avait une suspicion, je me rappelle au collège ou au lycée, c'était surtout les garçons d'ailleurs qui étaient très...
qui étaient très mis en avant quand ils avaient une certaine féminité qui s'exprimait par leurs gestes ou même la façon dont ils s'exprimaient, ne serait-ce que physiquement. Il y avait beaucoup de moqueries, donc forcément, ça incite pas à se outer quoi, à ce moment-là, ou se dire, moi je crois que... Donc du coup, on reste un petit peu en retrait et on regarde un petit peu ce qui se passe. D'accord. Aussi cliché que ça puisse sonner, je pense que je l'ai toujours su. J'ai essayé au collège de le renier, de me dire bisexuel, puis au lycée de me dire pansexuel, et après j'ai fini par admettre que oui, j'étais gay, quoi. Mais oui, je pense que je l'ai toujours su. Il n'y a pas eu vraiment de déclic précis. Ça a été une longue déconstruction au fur et à mesure de comprendre que ça existe aussi pour les hommes noirs, ça existe aussi pour des mecs comme moi, en fait. Et aussi de savoir que tous les clichés qu'on véhicule autour de l'homosexualité n'étaient pas forcément vrais et que je pouvais accepter, en fait, d'être un homme gay. D'accord. Ouais. Il y a un moment où vous avez douté, justement, enfin, toi, tu disais justement, tu es passé par des étapes. Toi, il y a un moment où tu dis, en fait, peut-être que je me trompe, parce que souvent... Clairement. Ouais. Je dirais une bonne partie de ma vie. Surtout qu'en plus, j'ai des enfants, j'ai eu des enfants avec des hommes, donc forcément, il y a toujours cette barrière de dire, mais en fait, c'est pas possible, je suis pas concernée par la question et tout. Et donc, je pense que ça vient de plein de choses. C'est le milieu dans lequel on grandit, c'est comment la société fonctionne, les injonctions. Et c'est vrai que d'une certaine manière, tu te dis, j'ai pas trop envie d'être en marge parce que ça n'a pas l'air super cool. Donc, voilà, et puis je pense que je suis une femme qui ressemble à une femme et qui répond aussi à tous les impératifs féminins et de la féminité comme on l'imagine. Bien sûr. Donc c'est vrai que de se mettre un petit peu à l'écart de tout ça, je ne sais pas si on peut appeler ça du courage, mais au départ de ma vie, on va dire sentimentale et romantique, c'est vrai que je n'avais pas le courage de le faire. Ouais. Et toi, Juliette ? Moi, en fait, je crois qu'il a fallu que j'apprenne à m'écouter parce qu'en fait, au lycée, il y avait un individu, on va dire un individu, qui en fait, ma meilleure amie avait aussi la même attirance pour cette personne. Et en fait, on s'est retrouvés un jour en classe avec lui, avec cet individu, pardon. Pourquoi tu dis individu ? Parce que justement, en fait, à un moment, elle m'a dit, cette personne s'appelle Raoul. Bon, très bien, Raoul, quoi. Ouais. Et en fait, la prof fait l'appel et au moment où elle dit Anne-Sophie, Raoul lève la main. Ah merde, on s'est complètement gouré déjà sur son prénom. Et en fait, c'est comme si j'avais fait un rejet de la possibilité d'être attirée par une personne de même genre que moi, parce qu'elle répondait elle avait les attributs qu'on associe à la femme. Enfin, elle avait peut-être un vestiaire qu'on associe aux hommes, mais en vrai, non, elle ressemblait à une femme. Et en fait, c'est vraiment comme si je m'étais dit, c'est chaud quand même. Enfin, je vais la mettre dans une catégorie genre masculin, quoi. Et une fois que j'ai accepté que c'était une Anne-Sophie, j'en ai parlé avec un couple de lesbiennes et elles m'ont dit, ah oui, non, mais toi, non. Non, toi, tu ressembles à une hétéro, Juliette, t'es hétéro. Et d'accord. Et en fait, je l'ai accepté en me disant, elles savent mieux que moi, j'ai 16 ans, quoi. Donc, peut-être même pas, 16 ans. Si, je pense. Ouais. Et du coup, voilà, je vais les écouter et j'ai un peu rejeté ça. Et après, au fur et à mesure, quand je suis rentrée à la fac, j'ai eu des coups de cœur pour des femmes et tout. Et là, aujourd'hui, je suis sûre de moi. Hein, mais en fait, il faut aussi écarter le regard des autres et le jugement qu'ils peuvent porter sur nous, comme s'ils pouvaient nous expliquer, non, mais toi, je vais te dire de qui tu as le droit d'aimer, de qui tu as le droit d'être attiré. Oui, mais c'est dû au cliché. Tout ça, parce qu'on se fait une représentation de ce que serait une femme qui serait attirée par une femme. Il faudrait impérativement qu'elle soit masculine. Donc non, on est tellement différentes. Voilà. C'est clair. Et en fait aussi, nous, on est là, mais quand on peut être aussi hétéro et se questionner. Parce qu'on parlait en fait. Et toi, Irène, est-ce que tu t'es déjà questionnée ou alors dans ta vie, ça a toujours été fluide et te dire... je pense que c'était plutôt fluide. Après, tu te questionnes peut-être des fois pour ton ouverture sexuelle, de te dire ça pourrait être intéressant d'essayer. Mais c'est... La curiosité. C'est plus de la... Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression que pour moi, c'était plus de la curiosité, mais j'ai même pas passé le cap. Ouais. C'est plus dans le rapport sexuel où tu te poses toujours la question de te dire, tiens, ça pourrait être intéressant quand t'es curieux, ouvert d'esprit, de te dire ça pourrait être intéressant de tester, mais plus d'un côté sexuel que romantique. Où là, ça c'est pas du tout présenté à moi, par exemple. D'accord. Et alors la drague, parlons-en quand même. Est-ce que c'est plus compliqué d'entrer dans un contexte de séduction quand on est quand on est attiré par une personne de même genre que soi ou pas
Moi, je ne sais pas trop, dans le sens où, avec les femmes, je ne rentre pas dans une sorte de jeu de séduction, comme je trouve ça tellement différent. Pour moi, c'est un autre monde de ce que j'ai pu connaître avec les hommes, le contact, la manière d'aborder l'autre, et puis même tout l'univers qu'il y a derrière. C'est tellement différent que, du coup, je ne saurais même pas dire s'il y a... Si j'ai dragué ou j'ai été draguée, bon, si, je vois, ça m'est arrivé, ça peut m'arriver encore, mais rien de comparable à ce que c'est avec les hommes, où il y a vraiment tout un comment dire, un processus et qui est facilement identifiable. On le voit à 10 000 c'est marrant arriver. que tu dis ça, je pensais pas justement, moi, que tu trouverais que ça serait différent. J'ai l'impression que 2 personnes qui se draguent, c'est 2 personnes qui se draguent, quelle que soit leur préférence sexuelle. Ouais. C'est sûr, mais je trouve que du coup, avec la domination masculine, c'est que il y a pas, c'est soit c'est oui, soit c'est non en fait. Et donc quand on est une femme, en tout cas je me parle très personnellement, ça laisse très peu de choix en fait. C'est oui, tu rentres dans le jeu de séduction avec moi ou soit non. Ouais. Alors qu'avec les femmes, je trouve que voilà, c'est plus, il y a plus le jeu, pour moi, il y a plus de jeu. Pour moi, et du coup, il y a plus d'enjeux aussi. Les hommes, du coup, je trouve que c'est un peu terre à terre, quoi. Je veux dire, tu joues, tu hoches la tête. Qu'est-ce que tu valides? Non, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que la drogue... La drogue. Oui, t'as raison. Je pense que la drague entre personnes de même genre, on pourrait croire que ça évacue totalement les questions d'inégalité et qu'on se retrouve enfin dans un terrain d'égalité. Ouais. Mais en fait, en tout cas, chez les hommes, je pense que les hommes qui sont oppressifs restent oppressifs même s'ils sont gays. Et donc, il y en a beaucoup qui reproduisent des schémas très hétéronormatifs. Donc, réinstaurer un rapport de force, c'est ça qu'on retrouve chez les hétéros, je trouve, très régulièrement. Et du coup, ce rapport de force se retrouve aussi dans certains milieux gays, et en tout cas chez certains hommes oppressifs qui sont gays. Et voilà, et ils reproduisent aussi des schémas hétérosexistes de qui pénètre et qui est pénétré afin d'établir un rapport de force, et c'est assez gênant. Et ça se retrouve, oui, même dans un lieu de drague ou, je sais pas, un bar ou une boîte de nuit, tu peux retrouver des schémas assez oppressifs, quoi. Mais je dis pas que c'est majoritaire, je dis juste que ça existe. Il y a aussi des mecs gays, ça n'empêche pas d'être oppressif. Bien sûr. Mais la drague entre personnes de même genre, ça peut être effectivement un rapport de force, mais aussi quelque chose de beaucoup plus queer et donc émancipé de ces questions-là. Dans l'égalité, le respect, le consentement, heureusement, ça existe aussi. Ouais. Et alors, le coming out, c'est un gros sujet. Enfin, c'est un sujet, il a son mot depuis des années, on l'entend. Est-ce que vous en avez fait un? Est-ce que vous en avez fait plusieurs? Comment ça s'est passé? Comment on gère justement ce moment? Les réactions des proches? Est-ce que ça tend à devenir un non-sujet? On en parlait un petit peu tout à l'heure en coulisses. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Pour moi, c'est un non-sujet parce qu'effectivement, le coming out, on le fait ou on le fait pas. Pour moi, il n'y a aucune obligation à devoir le faire. Après, je trouve que, je ne sais pas quel nom on pourrait lui donner, mais je trouve que c'est important quand même de pouvoir parler de sa vie sentimentale, que ce soit à ses proches ou à des amis. Donc forcément, ça vient avec une annonce. Du coup, je trouve que c'est important de pouvoir en parler, de trouver des lieux et des personnes à qui dire et qui s'annoncer. Parce qu'à un certain moment, pour moi, c'est nécessaire quand même de s'exprimer en fait sur ce qu'on est. Bien sûr, c'est ton identité. L'identité, donc c'est important. Moi, j'ai fait donc du coup un coming out assez tardif. J'étais maman, 34 ans. Okay. J'ai fait un coming out assez tardif. Je pense qu'il y avait des suspicions, on va dire, autour de moi, mais je venais de rompre avec une personne, une femme, et du coup, j'ai tout balancé. D'accord. Et donc, c'est vrai que j'ai eu des grands yeux qui se sont ouverts, non mais attends, qu'est-ce que tu me racontes, c'est pas possible, voilà. Donc du coup, ça a été l'escalade parce que j'en ai parlé à tout le monde autour de moi, que ce soit la famille, les amis, les proches, on va dire, qui pour moi, du coup, je l'ai trouvé que c'était normal de leur dire. Et que s'ils se sentaient concernés par moi,
de leur dire tout simplement. Et tu as eu des réactions justement super positives ou super négatives, des choses qui t'ont marqué peut-être? Oui, bien sûr, j'ai eu des réactions, je dirais que dans l'ensemble assez positives, parce que c'est vrai que quand on a plus de 30 ans, on est maman et qu'on mène une vie, il y a un peu de réserve, mais j'ai eu quand même qu'est-ce que tu fais non mais t'es sûre, depuis quand? Donc du coup j'ai dû dire mais en fait je peux pas si je te racontais, ben tu vois tu comprendrais pas, et puis je me voyais pas t'en parler, et puis ça vient pas, c'est pas comme ça. Je me suis pas réveillée ce matin et je me suis dit j'aime les femmes, et donc c'est tout un cheminement. Process. Et que si je t'en ai pas parlé avant, c'est parce que il faut le sentir. Je me disais que tu pouvais pas entendre certaines choses, et que maintenant c'est vrai que je me sens un peu plus établie aussi dans ma vie. Et voilà. Donc j'ai eu des réactions quand même assez diverses, mais quand même je trouve quand même assez positives. Ce qui m'aide, c'est effectivement que je sois plus une jeune fille, on va dire, et du coup, il y a ce truc... un choix réfléchi. Voilà. Mais ce que je trouve un peu... ce que je regrette, c'est que du coup, c'est ce truc en toile de fond, c'est que tu n'existes pas, en fait. C'est qu'on ne te pose jamais de questions à savoir, t'es célibataire, t'es pas célibataire, tu fréquentes quelqu'un ou tu fréquentes pas quelqu'un. Je trouve qu'il y a encore toujours ce truc un peu genre tabou, pas ça... Bon, ok, on sait que... Voilà, mais en même temps, on ne te pose pas trop de questions. En tout cas, oui, pour très personnellement, on ne pose pas forcément de questions sur... rentrer dans le détail. Il y a la pudeur aussi. Il y a la pudeur. Les bons termes. Voilà, et puis, comme je disais tout à l'heure, le fait que je sois très féminine, donc non, mais tu es sûre que tu peux pas... les mecs, c'est fini. Oui. Si je te le dis. Non, mais c'est quoi cette question? C'est genre, du coup, voilà, donc toujours ce truc où on t'interroge sur toi, quoi. On n'est jamais tranquille, en fait. Ouais. Et toi, ton coming out, il y en a eu, il n'y en a pas eu? C'est un vu sujet, que tu as toujours su, su en plus, est-ce que ça a été... Je pense que je l'ai toujours su, et aussi, je pense que tout le monde autour de moi le savait. Donc, j'ai souffert de beaucoup de harcèlement scolaire pendant toute ma scolarité, et moqué par rapport à ça. Et donc, même si ça m'a mis du temps à l'admettre pour moi-même, j'ai pas eu besoin de faire de coming out auprès des gens autour de moi. Même si, effectivement, je pense que s'annoncer, je l'ai fait auprès de certains proches quand je me questionnais, justement. Et j'ai pu en parler avec mes meilleurs amis. Et ensuite, auprès de la famille, par exemple, ma mère, ça a été, une fois que j'ai été en couple, je devais avoir 22 ans et ça se passait mal avec mon copain. On se fréquentait depuis des mois. Et je pense que ma mère, chez qui je vivais, fermait les yeux exprès, en fait, parce qu'il y avait plein d'indices partout, des t-shirts qui n'appartenaient pas à moi, des boxeurs qui ne m'appartenaient pas non plus. Et elle les mettait quand même sur mon lit, elle savait très bien... les tâches ménagères n'étaient pas très bien réparties, mais je cuisinais. Et voilà, donc elle fermait volontairement les yeux. Et un jour, j'ai craqué, ça se passait si mal avec mon copain que je faisais une crise d'angoisse dans ma chambre. Et elle est rentrée, elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai dit est-ce que tu veux vraiment savoir? Je pense que je peux pas te le dire. Elle m'a dit « Si, dis-moi. » Et je pense qu'elle s'en doutait à ce moment-là. Et je lui ai dit. Et elle était plus en colère que j'ai un chagrin d'amour que par ma sexualité. Donc à ce moment-là, je m'étais dit « Ah, cool ». Et on n'en a pas vraiment discuté. Okay. Et c'est resté un peu un tabou entre nous, mais je pense que mieux vaut ça que d'être rejeté par ma famille. Bien sûr. Et aujourd'hui, comment ça se passe, par exemple, avec ta maman? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours ce tabou? Ça reste. C'est de moins en moins tabou. C'est un chemin, je pense, aussi pour elle. Et en fait, je pense qu'on a toutes et tous intérêt à partir du principe que le coming out n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui vont agir avec prudence et ça va leur demander un certain temps et ça leur appartient en fait. On n'est pas décisionnaire de leurs émotions, on ne peut pas avoir le contrôle dessus et il faut les respecter. Et donc si pour elle, c'est encore un peu tabou, ok, ça la regarde et je peux rien faire à part essayer de lui montrer que je suis quelqu'un de tout à fait normal et respectable, comme tout le monde. Et voilà. Et justement, c'est en vivant ma vie, en étant heureux et en accomplissant que je peux lui montrer que il n'y a aucun problème là-dedans. D'accord. Mais c'est beau ce que tu as dit, le terme... S'annoncer. S'annoncer, voilà. C'est ce que tu disais, pour moi, c'est vraiment une annonce, en fait. Voilà. Parce que coming out, tu as vraiment le truc, allez, on y va, alors quelquefois, c'est juste prévenir, en fait, ta famille que tu vas ramener... Enfin, si tu es en couple avec une personne de même genre, juste
sois pas, stresse pas quoi. Ouais, je veux dire, et puis les hétéros, les hétéras, elles n'ont pas cette obligation de s'annoncer. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu viens pas raconter toutes tes préférences sexuelles quand tu es hétéro, ce qui se passe dans ta chambre. Voilà, c'est clair. Donc pourquoi devrait-nous devoir le faire en fait? Effectivement, on n'est plus dans une société où la société est encore globalement assez homophobe, rappelons-le. Oui, c'est important de le rappeler. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi on pense que c'est important de faire une émission comme celle-ci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et donc, dans une société encore globalement homophobe, je pense que effectivement, il y a encore des gens qui ont plein de préjugés négatifs sur l'homosexualité et les sexualités qui ne sont pas hétéros, en fait, donc tout ce qui n'est pas hétéronormé. Et donc, effectivement, le coming out reste une nécessité pour certaines personnes, mais c'est aussi un privilège, en fait. Enfin, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de faire un coming out pour des raisons matérielles. Et le milieu dans lequel tu as grandi. De sécurité, il y a encore des pays où on risque la mort. Complètement. Oui, voilà. Donc, il faut savoir, en tout cas, attendre d'être prêt à le faire et aussi d'avoir les moyens peut-être économiques, la santé mentale, l'intégrité. Et bien entouré. Oui, c'est ce que je disais, moi, le fait que je sois maman, plus de trentenaire et que c'est sûr quand je fais... tout que si t'as 15 ans, quoi. Oui, voilà, c'est... Oui, en tout cas, je pense que je comprendrais tout à fait quelqu'un qui ne veut pas faire son coming out tant qu'il ou elle pense que ça peut mettre en danger sa sécurité, son intégrité physique et mentale, en fait. Tout à fait, c'est sûr. Et à partir de là, oui, le coming out, c'est un privilège, en fait. Il faut remettre les choses dans leur contexte, dans une société globalement homophobe. Complètement. Merci pour le rappel. Et est-ce qu'en tant que personne racisée, pour vous, c'est important aussi de prendre la parole sur ce sujet ou alors c'est... Tout à l'heure, tu parlais de manque de représentation. Voilà, mais clairement. Manque de représentation, c'est sûr. Quand on est une femme noire, c'est pas que... Moi, quand j'ai commencé à fréquenter des femmes, et puis bon, c'est vrai qu'en plus mon attirance fait que je suis aussi attirée par les femmes noires, donc du coup c'est un peu plus difficile pour les rencontrer. Donc c'est vrai qu'on se demande où elles sont. Donc il y a tout ce cheminement aussi bien déjà personnel et puis pour aller aussi au devant des autres qui est assez particulier. Et donc, voilà, on se voit pas, en fait, que ce soit dans les médias, dans les livres, dans les photos, nulle part dans les films, en fait. Et on se dit, mais je suis une espèce... qui je suis, quoi. Non, puis un peu une ovni. Donc, ça n'a pas de rapport, mais en même temps, tout autant, c'est pour ça que j'ai créé aussi mon blog Badass Maman, parce que ça me permet, moi, en tant que femme noire qui vit des choses en France, dans cette société aussi ou dans le monde, de pouvoir aussi porter une parole que moi-même je ne voyais pas. Dans les blogs que je lisais, dans les blogs que je suivais, je ne voyais pas des femmes... qui avait ma vie, quoi. Et je disais, mais c'est pas possible parce que il suffit de... Voilà, je suis pas toute seule et puis il suffit de parler un peu partout, du moins de chercher, de voir que oui, il y en a d'autres. Bien sûr. Donc du coup, c'est comme ça que ça m'aide à déjà, je m'auto-représente et du coup, ça permet à d'autres personnes, du coup, de pouvoir s'identifier un petit peu à ce que je vis. Et donc, le blog m'aide un peu à m'émanciper aussi moi-même, à m'exprimer, à montrer que, pareil, comme tu disais, que on a le droit à cette vie genre tout à fait normale et qu'on est des personnes tout à fait, on va au travail, bien sûr, on a des enfants, on a une vie genre comme monsieur et madame tout le monde. Bien sûr, c'est clair. Et pour toi ? Les clichés. Ouais, effectivement, comme toi, j'ai beaucoup souffert d'un manque de représentation. Mais en fait, donc, globalement, la culture mainstream est dominée par un regard blanc qui façonne le monde. Du coup, les séries que je regardais, les films que je voyais, les livres que je lisais, il n'y avait pas d'héros comme moi. Ou alors, c'était justement un anti-héros qui était queer et malfaisant. Et voilà, si on regarde les dessins animés Disney, les vilains sont souvent des personnages à connotation queer, en fait. Enfin, Scar dans Le Roi Lion, il a toujours la griffe levée comme ça. C'est vrai. Et des sourcils très fins. Enfin, bref. Et voilà, donc ça, c'est des codes qui font que les personnages queer sont connotés négativement. Et je pense que j'ai souffert de ça. Et justement, même je me souviens quand j'ai grandi, la télé-réalité qui passait à la télé, c'était La Ferme Célébrité ou des choses comme ça. Et les rares personnes homo étaient... Oui, voilà, exactement. Oui, ça, c'était mon surnom. Et justement, en fait, je voulais pas me reconnaître là-dedans. Et du coup, j'ai rejeté ma queerness parce que je pensais que c'était quelque chose de très négatif. Ça allait me rendre méchant, en fait, quelque part. Et ensuite, oui, effectivement, pour contrer ça, pour pallier ça, on a créé avec 12 Dimondo le podcast Extimité. Et même dans ma manière de travailler globalement, je suis journaliste et dès que je peux, j'essaye de montrer que
toute la diversité, la pluralité qui existe dans la communauté LGBT, QIA. Et voilà, en fait, on a plein de vies différentes et il n'y a pas une seule manière d'être homo, lesbienne, trans ou autre. C'est un truc tellement personnel, en fait, que chacun le vit comme il veut, se définit comme il veut. Et du coup, justement, donner la parole à des gens qu'on n'entend pas assez, parce que les personnes racisées, queer existent, c'est juste qu'on les a jamais entendues, ou alors on les a caricaturées. Et donc maintenant, on leur donne la parole. Ouais. Pour moi, c'est important qu'on puisse prendre notre parole et que la parole qu'on utilise, elle soit pas non plus aussi mal utilisée, parce qu'il y a aussi beaucoup en ce moment. Il y a aussi la culture quand elle s'invite aussi dans le même. Il y a le mainstream aussi en ce moment sur tout ce qui est queer. On voit beaucoup en ce moment de la queerness un peu partout. Et donc, on a l'impression que tout le monde serait concerné. Et c'est vrai que quand on a un regard un peu plus méticuleux sur le sujet, on se rend compte que souvent, c'est juste pour un faire-valoir ou une image, ou parce que c'est un trendy un peu en ce moment et tout. Donc, et aussi montrer qu'il y a aussi beaucoup de normalité et de banalité dans la vie. Voilà, c'est pas quelque chose de sensationnel le matin, on se lève pas et puis... Oui, t'es pas genre, tu te réveilles pas comme ça, parce que t'es queer. Donc, c'est clair. Non, moi, en ce moment, j'ai un peu d'overdose je comprends. Sur le mainstream. Je suis d'accord avec toi, et en même temps, c'est souvent intéressant, parce qu'au moment où des choses deviennent mainstream, c'est là où les discussions s'ouvrent. Oui. Et ça a été la même chose pour la représentation de manière globale en dehors de la sexualité. C'est la même chose pour plein de musiques qui étaient niches et qui deviennent pop. Ouais. Et justement, la question que j'avais envie de vous poser, c'est justement quel serait ce que vous attendez, le meilleur comportement pour un hétéro en tant qu'allié à avoir pour la communauté non hétéro, en fait. Genre, qu'est-ce que vous attendez de vos alliés, en fait? Oh là là. Justement, l'allié hétéro, c'est que de prendre le relais des fois sur des sujets. Je sais que cet été, il y a 2 femmes lesbiennes qui ont été agressées à Londres, je crois. Il y a un homme ou des hommes qui leur avaient demandé de s'embrasser. Elles étaient soit dans un bus. Ah oui. Ouais. Et donc moi, j'avais vu la nouvelle et tout. Et c'était, je crois peut-être que c'était un peu avant la Pride. Et en fait, moi, ça m'avait vraiment choquée. C'est-à-dire que dans mes contacts, tout le monde sait que je suis lesbienne, que je suis très intéressée par tout ce qui va être question LGBT+, QIA et tout, la queerness et tout. L'intersectionnalité aussi. Ouais, aussi. Et donc, je sais pas, j'ai vu personne en parler, personne me dire « t'as vu la news » et tout. Et en fait, ça m'énerve. D'ailleurs, là, je ressens vraiment le truc. C'est que, en fait, c'est pas juste aller à la Pride avec nous, danser, mettre un costume, et puis le reste de l'année, on s'en fout, quoi. Je veux dire, il faut prendre position, en fait. Quand il y a, par exemple, les lois comme pour la PMA, les décisions comme pour le mariage pour tous, il y a 5 ans, enfin... Prendre position, en fait, sur des questions décisives, importantes, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment en danger, en fait. Quand on est lesbienne, gay, trans, on s'expose aussi à la société, donc on peut être agressé. Donc, pour moi, un allié, il doit se positionner fermement contre tout ce qui est violence et se tenir à côté et aider. Voilà. Ton point de vue, toi? Oui, totalement d'accord avec toi. C'est pas juste être un allié le jour de la Pride. On vient de traverser une année extrêmement difficile en termes de LGBT-phobie. Il y a eu énormément d'agressions très médiatisées, ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, parce que ça a été très anxiogène pour nous. Et tous les jours, on voyait sur les réseaux sociaux des visages tuméfiés de nos adelphes. Et ça a été très, très, très violent. Moi, à chaque fois que je sors, j'ai la boule au ventre, en fait. Pas que quand je sors à minuit pour aller en boîte, c'est vraiment, même le matin en allant au travail, en fait. Bien sûr. Et donc, être un bon allié, c'est ne pas nous poser toutes les questions auxquelles Wikipédia peut déjà répondre. Donc, renseignez-vous par vous-même et revenez nous voir si vous avez encore des questions. Et aussi, c'est aussi être un... En fait, vous avez le privilège d'être majoritaire et de
prendre position, je sais pas moi, par exemple au repas de famille à Noël, s'il y a l'oncle Charles qui tient des propos homophobes ou LGBT-phobes, recadrez-le en fait. Si vous êtes hétéro, peut-être que votre parole aura plus de poids. Et en plus, à cette table, il y a peut-être un neveu, une nièce, un petit cousin qui se questionne et qui va voir en vous un allié potentiel et en tout cas se dire peut-être qu'auprès d'elle, je peux parler de ce que je ressens et de questions que je me pose en fait. Enfin, du coup, leur représentation, elle compte énormément aussi du côté des alliés en fait. Moi, ça m'aurait énormément aidé de voir que quelqu'un de ma famille prenait la défense des personnes LGBT à table un jour ou l'autre parce que ça m'aurait aidé à venir lui parler plus tôt en fait et à pas me refondre et j'ai eu une enfance hyper mélancolique, par exemple. Et du coup, j'avais pas de proches à qui je pouvais parler. Et être un bon allié, oui, c'est aussi ça, quoi. C'est se renseigner par soi-même et aussi défendre auprès des autres hétéros. Parce que c'est bien beau de venir nous voir et dire « Oh là là, il y a tel membre de ma famille qui est dégueulasse, qui a tenu tel propos et tout. » On le sait déjà, en fait. On sait qu'ils existent. Donc merci de nous rajouter ça. En fait, avec à lui répondre toi-même au lieu de venir te plaindre auprès de moi. C'est clair. Voilà. C'est une parfaite transition pour la deuxième partie de l'émission. Et je vous remercie beaucoup parce que là, du coup, on va parler justement de ce que les réseaux sociaux peuvent apporter, justement par le témoignage, par les prises de parole de gens qui deviennent des nouveaux modèles. Et donc, merci à vous deux d'être venus partager. Merci pour l'invitation. Votre point de vue, c'est important et on espère vraiment que justement, ça va accompagner, éduquer nos auditeurs, nos téléspectateurs sur le sujet. Donc voilà, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour cette deuxième partie, on accueille Camille. Tu as 25 ans, tu as grandi à Paris. Tu es co-animatrice d'Intérieur Queer. C'est un podcast que tu co-animes avec Hugo Combe et Gabriel Debré. C'est réalisé par Flora Bernard. C'est ça, c'est un podcast France Inter qui aborde les questions liées aux cultures et aux identités LGBTQI+. Ça me semble voilà. bien. Ok. Miguel, tu as 20 ans, tu as grandi à Paris, tu es journaliste au Bondi Blog, tu es encore étudiant, mais tu as fondé en fait le compte Instagram Personnes racisées vs Grindr. C'est un compte qui met en avant les expériences des personnes racisées sur une célèbre application de rencontre. Exactement. Et pour lutter contre le racisme et la fétichisation des corps de ces personnes racisées. Exactement. Voilà. Alors merci et bienvenue déjà. Merci d'être là. Merci à vous. Merci à vous. Et première question, comme la première question de la première partie, quelles sont vos orientations, que ce soit sexuelles et romantiques ? Moi, je suis bi. Je ne considère pas que ça soit forcément transphobe de le dire comme ça. Et il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème en fait avec l'identité de genre des personnes avec qui je suis. Mais c'est juste pour dire que je ne suis pas dans... Voilà, je suis bi. Je pense que ça résume assez c'est un truc très personnel, donc je pense que tu as le droit de mettre le mot que tu veux. Exactement. C'est clair. Moi, je trouve que c'est une question un peu compliquée de se définir parce que dans notre rapport à soi, on ne se pose pas ce genre de questions de vers qui on est attiré, etc. Donc finalement, se définir, c'est se définir par rapport aux autres, en fait. Moi, je me définis clairement pas dans la norme, clairement pas hétérosexuelle. Mais je pense que je me définirais plus comme lesbienne. Mais là encore, c'est toujours un peu mouvant. C'est assez compliqué de se définir soi-même. Et puis c'est chiant de devoir le faire surtout, j'imagine. En plus. Parce que tu aimerais... Bon, là, c'était juste pour planter le décor parce que c'est chouette pour les gens qui comprennent le témoignage et l'expérience de chacun, mais c'est vrai que je suis d'accord qu'on ne devrait pas forcément avoir à le faire. C'est personnel, quoi. C'est très personnel, oui. Du coup, concernant la sexualité, les langues se délient quand même sur le digital, sur les plateformes digitales, notamment sur Instagram avec Tajoui, Gang du Clito, et même avec le porno. Enfin, en ce moment, il y a quand même une démocratisation du porno féministe grâce à Erika Lust, aux larmes de G, Ovidie, voilà, toutes ces femmes badass. Et à quel point vous trouvez que ces plateformes, en fait, permettent une ouverture d'esprit envers les sexualités dites alternatives, enfin sexualité ou orientation amoureuse, et est-ce qu'il y a moins d'hétérocentrisme grâce à ces plateformes ? Je pense qu'elles imposent un discours et qu'elles disent, par exemple, avec Tajoui, en fait, les hommes ne s'intéressent pas au plaisir des femmes, sont concentrés autour d'eux, de leur phallus, etc. Et la pénétration, c'est tout ce qui est de la sexualité. Et je pense qu'elles imposent un discours, précisément pour Tajoui. Mais comment dire ? Moi, je vois beaucoup de comptes avec Agressive Trans, etc., etc. Et qu'il y en a des comptes avec même Pay Tagwin ou Pay... Pay Tabi. Pay Tabi, exactement.
Et en fait, on essaye d'exister sur des plateformes comme Twitter, Instagram, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de comptes qui sont censurés. Il y a beaucoup même de personnes trans, par exemple, qui montrent leur corps. Et Instagram qui les censure en disant que c'est sexualisé, etc., etc. Mais on essaye d'exister. Je crois que ça permet cela et de permettre aux autres d'exister par la suite. D'accord. Et Ton ton point de vue, toi, vue sur ce que tu vois émerger en digital? Je pense que c'est d'autant plus important que ça permet un regard qui ne passe pas au travers du prisme du regard masculin, blanc, hétérosexuel, etc., du personnage en fait dominant dans la société. Et c'est quand même hyper important, tu parlais d'agressifs, les trans, etc., de voir un peu émerger des comptes comme ça de personnes trans qui en plus font de la pédagogie, donc pour expliquer, parce que c'est des gens qui subissent beaucoup d'agressions, etc., et c'est assez beau à voir finalement. Mais je pense que ça ne doit pas aller sans... Enfin, toutes ces démarches individuelles sont très intéressantes, et je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir là, aujourd'hui, les gens, en tout cas, essayent de comprendre un petit peu toutes ces différences qu'il y a là, mais ça va pas sans un, je sais pas comment l'expliquer, un truc un peu plus étatique. Enfin, il faudrait que ça vienne aussi d'un peu plus haut, quoi, et qu'il y ait une réelle politique, en tout cas, autour de ça. Alors, sans transition, on est toujours sur les réseaux sociaux, mais là, c'est un peu plus léger. On parle beaucoup de la difficulté de faire des rencontres aujourd'hui et de l'impression que c'est pas si facile. Vous, justement, de par vos préférences, où est-ce que vous rencontrez les gens? Est-ce que vous, les réseaux, ont joué un rôle majeur? Et pour le coup, mon mec, je l'ai rencontré grâce à Instagram. Ok. On avait des connaissances en commun et de fil en aiguille, en fait, on a commencé à parler. Et ouais, j'ai rencontré dans Instagram. Après, ça a été, des plateformes comme Tinder ou Grindr, en fait, m'ont permis d'explorer ma queerness. Okay. Et c'était des espaces qui étaient étiquetés, en tout cas surtout pour Grindr, comme des espaces queer. Et je me suis dit, peut-être, on va voir ce qui se passe, et très timidement. Mais oui, les réseaux sociaux ont fait, même sur mon militantisme, sur les termes, sur des grandes personnalités de ce monde qui parlent de sexualité de manière très très politique. Oui, ça m'a permis tout ça. Ton rapport pour les rencontres? Non, pas pour les rencontres, uniquement d'un point de vue du militantisme, parce que ça offre quand même un traitement médiatique qui est complètement différent que celui qu'on a l'habitude d'entendre dans les grands médias et ces choses comme ça. D'accord. Du coup, tes rencontres, toi, tu les fais comment? Les hasards de la vie. Non, mais c'est déjà, j'habite à Paris, donc c'est quand même assez ouvert. On a quand même, en plus, la chance d'avoir un certain nombre de... Là, depuis quelques années, il y a beaucoup de soirées queer qui émergent, quoi, ou des soirées dites TPG. Ou TPBG, transpédéguine ou transbipédéguine. Je savais pas. Il y a eu... Ah ouais, ça a un peu changé en fait, le mot queer a été un peu remplacé, il y a une connotation extrêmement politique au mouvement TPG, mais ils ont fait un festival qui s'appelait Avis de tempête à la parole errante, etc. Il y a des actes cabarets queer, il y a tout un ensemble de choses qui s'organisent, et du coup, il y a des soirées... Donc c'est plus en sortant, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Ok. Et justement, les sites et les applications de rencontres, donc c'est souvent un peu à double tranchant. C'est tout le propos en plus de ce que toi, tu as développé avec ton compte Instagram. Ont-ils permis finalement vraiment une déculpabilisation concernant son choix, son comportement amoureux pour oser faire le premier pas, ou une émancipation? C'est quoi ton point de vue sur le sujet, en développant un peu ce que tu fais d'ailleurs? Moi, déjà, j'étais sur Instagram et j'ai vu un compte qui s'appelle... Femme noire versus dating app. Et c'est une femme en fait noire qui explique un peu le racisme, et qui, par plein d'exemples, montre à voir le racisme que vivent les femmes noires. Sur des applis comme Tinder, mais plein d'autres applis. Et moi je me suis dit, mais il faut trop faire pour la communauté queer, ou en tout cas pour les personnes queer. Il faut faire ça. Et donc je sortais d'un rendez-vous et je reçois sur Grindr cherche Beat de Black, et je fais bon. Ok. C'est un signe. On va créer le compte. On va créer le compte parce que c'est pas possible. Et je crée le compte et je mets 3 screens que j'avais de moi, et les gens commencent à m'envoyer d'eux-mêmes, sans que je demande quoi que ce soit. Et donc en fait, c'était vraiment ça que je voulais montrer, et pas tant que les applications concentrent ou en tout cas sont en elles-mêmes problématiques, mais que dans ces espaces-là, et surtout quand on est queer, et que c'est les seuls espaces où on peut exister en fait, où
où on peut trouver des gens comme soi, où on peut faire des rencontres amoureuses, sexuelles, etc. Être minoritaire dans la minorité, c'est encore plus problématique. Et quand le seul espace où tu peux exister et l'espace où tu subis du racisme, c'est tellement problématique, terrible, en fait. Bien sûr. Où tu dis, bon, je peux exister, bon, je peux trouver des personnes avec qui je vais coucher, parler, etc. Ah ouais, mais là, j'adore les blacks. Et toi, t'es là, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va, en fait? Quels sont les espaces où on peut exister? Et c'est ça que je voulais montrer. Et du coup, les retours que tu as eus, comment ça s'est... Comme je vous ai dit, j'ai posté mes screens à moi et j'ai jamais demandé quoi que ce soit. Et donc, les personnes queer racisées m'envoient d'elles-mêmes des screens il y avait une volonté de parler parce que je pense qu'en France, on ne comprend pas c'est quoi le racisme. Bien sûr. Et que c'est détester être en présence de personnes racisées, alors que tu peux avoir une femme de ménage et tu peux être... etc. Et, en fait, une sorte de proximité. Dès qu'on a de la proximité avec une personne racisée, c'est bon, on n'est plus raciste. J'ai envie de coucher avec toi, je ne suis pas raciste. Et je pense qu'il y a vraiment ce mensonge sur... et même ce qu'est la définition hégémonique du racisme en France aujourd'hui ne permettait pas pour les personnes racisées de dire en fait, quand tu dis que tu adores coucher avec les blacks, c'est raciste. Bien sûr. Et c'est pas un compliment pour moi. T'es beau pour un noir ou t'es beau. En fait, dès que ça vient d'une bonne volonté entre guillemets, c'est gentil, c'est pas raciste, on n'est pas raciste, on aime les noirs. Bien sûr. Mais c'est les personnes blanches, il y avait un truc de dire mais comment tu parles de nos désirs en fait? Comment un truc de non, on n'est pas raciste. Et ça, c'était très, très problématique et fatigant. J'imagine que ça l'est toujours, en plus. Effectivement. En plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, t'as l'impression que quand t'es queer et que du coup tu vas dans des espaces qui sont censés être des espaces un peu safe et queer parce que c'est là où tu existes, etc. Tu te dis que tu peux pas tomber sur ce genre de remarques-là. Et finalement, c'est pas parce que tu fais partie d'une minorité, en l'occurrence par exemple une minorité sexuelle, je parle d'une personne blanche qui peut être homosexuelle, que du coup tu vas pas être raciste en plus. C'est tout. Je pense que le fait d'être queer, c'est quand même se déconstruire sur plein d'aspects et que c'est pas en faisant partie d'une minorité que tu vas pas opprimer les autres minorités. Dans l'intersectionnalité pour le coup. Et je pense que en fait, les personnes queer blanches restent blanches et qu'ils ont un habitus, ils ont une manière, ils ont été éduqués d'une certaine manière, ils voient le monde par un certain prisme qui fait que quelle que soit leur orientation sexuelle, en fait, elles sont problématiques. Et c'était pas tant, je me disais pas, c'est bon, sur Grindr, j'aurais pas de racisme, en fait. Mais que Tu t'y attendais pas, quoi. Non, c'est qu'il y a une volonté d'exister, il y a une volonté de trouver quelque chose là-bas et de s'explorer soi-même, et qui est en fait totalement empêchée par tous les discours qu'on entend et toute la fétichisation et tous les discours en fait qu'on fait sur nos corps. C'est que on a un corps qu'on est totalement dépossédé en fait, qu'on soit dans l'espace public et qu'on se fait contrôler par la police. Notre corps, dans la vision de la police, des institutions, dit quelque chose, alors que nous on fait que marcher. Et même sur les espaces, en fait, même dans l'intime en fait. Et en fait, aussi pour parler de comment j'ai créé le compte, c'est que j'ai rencontré une fille, tout allait bien, elle était blanche, on couche ensemble et en plein sexe, elle me fait « Oh, tu me baises comme un Africain ». Ce qui a été une expérience problématique et traumatique. Traumatisante. Et genre, moi, j'étais là, bon. Au revoir. On s'arrête là. Au revoir. Et je suis là, mais c'est quoi baiser? Comment je vais... Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Quels sont les discours que j'ai donnés sans vraiment donner de discours? En fait, qu'est-ce qu'on a projeté sur moi? J'étais traumatisée pendant 3 mois, mais bon, ça va un peu mieux maintenant. Mais tu m'étonnes. C'était vraiment ça. C'est de dire, en fait, laisser nos corps tranquilles. Ils disent rien de particulier, c'est vous qui projetez. On a posé une question justement à quelqu'un, à Cordélia, qui a une chaîne YouTube. Grâce au digital, pensez-vous que l'orientation sexuelle devient un non-sujet? Est-ce que les étiquettes disparaissent? On va passer peut-être l'extrait de Cordélia sur le sujet et ensuite vous nous direz ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a effectivement une certaine libération de la parole, etc., en particulier sur Internet, et une forme d'acceptation qui arrive petit à petit. Mais le fait est qu'on est encore loin, très loin, de la totale acceptation et du monde merveilleux des bisounours, en fait. Je pense que la suppression des étiquettes, elle est absolument pas d'actualité aujourd'hui. Quand on voit, ne serait-ce que Le Monde, et même en France, il y a toujours des agressions, il y a toujours des discriminations, tu peux te faire virer dans ton boulot, tu peux te faire enfiler un appart, tu peux pas adopter des enfants comme un couple hétéro,
La PMA, ça vient d'arriver, mais par exemple pour les couples avec des personnes trans, c'est toujours pas OK. On mutile toujours les bébés intersexes. Enfin, voilà, il y a encore tellement de choses à faire pour atteindre une forme d'égalité, et encore, quand on aura atteint l'égalité de droit, ça voudra pas dire qu'on a l'égalité de fait. Et donc ces étiquettes-là, à mon avis, elles sont faites pour rester encore un moment, quoi. C'est quoi votre point de vue, vous, là-dessus? Sur, qu'est-ce que vous pensez en fait de l'orientation sexuelle? Est-ce que ça devient un non-sujet? Est-ce que les étiquettes tendent à disparaître? Pas du tout. Je suis un peu d'accord avec ce qu'elle dit, pas du tout. Et je pense que même avant de se définir, avant de se dire ah bah oui, je suis bi, je suis gay, je suis trans, etc., on nous assène un stigmate en fait. C'est que moi je me réveille le matin et tout d'un coup, par ma manière d'être au monde, le regard hétérosexuel va me dire bah tu es ça, t'es un PD, t'es ça. Et surtout par le fait d'être noir aussi, moi mon collège et mon lycée étaient des endroits très 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 blancs et très bourgeois. Et donc on me disait mais toi Miguel, toi t'es pas un vrai noir, toi t'es pas une racaille, etc. Parce que j'avais pas la masculinité noire qu'ils attendaient de moi. Et donc on me disait mais t'es le premier noir gay Miguel, parce que franchement les noirs gays ça n'existe pas. Ils me disaient pas ça n'existe pas, mais quand on me disait t'es le premier noir gay. En région parisienne? Ouais, dans le 7e arrondissement. Et on me disait t'es le premier noir gay. Et moi j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire être le premier noir gay? J'étais même pas out, je ne savais même pas qu'est-ce que j'étais, ce que j'étais. Et on m'assénait un truc. Et je me dis que que se dire, c'est se définir, c'est arriver après. Je pense que c'est d'abord on a le stigmate et après on dit mais qu'est-ce qu'on fait avec le stigmate? Et soit on se dit en fait je veux pas me définir, je sais que je suis en dehors de la norme dominante vu comment on m'insulte et vu comment je suis perçu par le regard hétérosexuel. Après, se définir, ne pas se définir, je me dis juste, quand on dit de la disparition de l'étiquette, on ne la choisit pas en fait, on a le stigmate et on se dit qu'est-ce qu'on fait avec. Moi je pense que c'est même une vraie injonction qu'on nous fait finalement de se définir. Là j'ai pensé, j'ai un souvenir, par exemple quand tu marches dans la rue avec une femme, d'accord, tu peux avoir un rapprochement. Enfin, je ne sais pas si tu tiens la main en étant femme à une autre femme dans la rue. Les gens vont te regarder non pas déjà comme un couple de femmes, mais comme un agglomérat de femmes entre elles. C'est-à-dire que là où un garçon et une fille marchent dans la rue ensemble, il y a un couple. Alors que pour les femmes, tout de suite, on est meilleurs amis, on est dissociés. On n'existe pas dans l'espace public en tant que couple de femmes, quoi. Et du coup, tu peux avoir un type qui vient te draguer, donc tu finis par lui dire te définir en fait, parce que finalement c'est ce qu'il te demande. Il a besoin, lui, au travers de son regard hétérosexuel, que tu te définisses, que tu lui dises mec, lâche-moi par exemple, je suis lesbienne. Et là, il y a un espèce de changement qui s'opère. Alors, soit c'est encore pire et le type devient complètement fou, soit tu finis par te faire insulter, etc. Mais finalement, pour moi, c'est vraiment une injonction sociétale. Et non, les étiquettes ne disparaissent pas. Bien au contraire, j'ai l'impression qu'on est dans un... Enfin, que c'est de plus en plus... Mais c'est bien de leur dire, je trouve, parce que justement, il y a ce côté un petit peu Disneyland des réseaux sociaux. On a l'impression que tout le monde, du coup, se lâche, s'assume, toutes ces communautés, tous ces comptes spécialisés qui se créent. Et donc, du coup, il y a la sensation que le monde s'ouvre plus, il y a la sensation qu'il y a plus d'acceptation. Moi, d'un point de vue purement hétéro, justement, où je ne subis pas tout ce que vous pouvez subir. Et du coup, c'est justement en entendant les témoignages, en entendant vos discours. Moi, je sais que Juliette me racontait aussi quand tu marches dans la... Tu parlais, tu sais, du regard des autres quand tu tiens la main à ta copine. Moi, ce que j'ai beaucoup eu, c'était des regards où on nous hyper-sexualisait, en fait. Vraiment, les trucs genre... et des trucs avec des langues. Ou alors, quelquefois, c'est des insultes. On m'a déjà dit c'était dégueulasse. Ou alors, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Ou alors, quelquefois, c'est aussi c'est du gâchis. Vous êtes deux femmes, pourquoi vous êtes ensemble? En fait, il y a tout ce truc-là. Et c'est d'une violence. Pour moi, les gens savent. Pour moi, c'est juste la question du mensonge. De comment... Ils savent, mais ils ne se rendent pas compte. Mais je pense qu'il y a vraiment des mécanismes aussi qui sont faits pour... on ne peut pas, aujourd'hui en France, quand on voit les... Moi, j'appelle pas ça des débats, mais des insultes publiques vis-à-vis des lesbiennes quand on parle de PMA, où il n'y a pas de lesbiennes sur les plateaux, où il n'y a pas de personnes concernées, et on dit, alors, est-ce que les lesbiennes, elles ont le droit d'avoir des bébés? Et pour moi, quand on est dans ce monde-là, et quand on voit... Mais il suffit d'allumer la télé, en fait. Bien sûr. Et de se dire, est-ce qu'il y a de la LGBT-phobie aujourd'hui en France? Pour moi, c'est des questions de mensonge. Il faut juste...
se demander en fait qu'est-ce qui fait que je vois pas aujourd'hui. Ouais. Dire par qui on est attiré, est-ce que c'est pas, et quand on n'est pas strictement dans la norme hétérosexuelle, est-ce que c'est pas un acte de militantisme en fait? Est-ce que vous trouvez ça Dire qu'on n'est pas hétérosexuel, c'est un acte militant en soi, je pense. Il y a des attentes, ou même en fait dire qu'on n'est pas dans une ne pas être dans une performance de genre, en fait, tout simplement. Même être un homme qui a l'air hétérosexuel, qui est hétérosexuel, mais qui fait pédé parce qu'il est efféminé, en fait. Je pense que c'est juste un acte militant en soi. Et de ne pas être dans la norme, tout simplement. Il y a des attentes très fortes de performance de genre, qui sont super fortes. Et ne pas les respecter, c'est un acte qui est puni. D'accord. Et toi, quel est ton point de vue? Je te rejoins là-dessus, mais en plus, il y a un truc en plus pour moi, c'est par exemple, en tout cas dans mon cas, d'être une femme et d'embrasser une femme dans la rue, c'est montrer aussi aux gens autour, justement, que ça existe, en fait, qu'il y a des personnes gays. Et je pense que c'est hyper important parce que finalement, c'est assez simple de ne rien dire. On peut s'amuser à faire du passing, plus ou moins, à ne pas avoir l'air d'eux, etc. Mais je crois que... Bah oui, prendre l'espace. Ouais, de prendre l'espace, en fait, de s'approprier un espace. Bah oui, d'agir, en fait, comme un couple hétéro. De prendre l'espace, surtout qu'on nous l'interdit, en fait. Ouais. Quand on tape des personnes, quand on nous insulte, etc., c'est dire, mais qu'est-ce que vous foutez dans l'espace public? Et le prendre et s'imposer, je trouve que c'est puissant, fort. C'est aussi dangereux, il n'y a pas d'obligation C'est courageux, parce que aussi... Mais non seulement on se pose des questions quelquefois, on est dehors, il fait nuit, et en place tu te dis, est-ce que déjà j'ai une robe, est-ce que je fais bien de prendre la main de ma copine? En fait, on se pose des questions aussi qu'on ne se poserait pas si on était juste, on rentrait sagement dans la norme. Mais surtout, pour moi, c'est toute l'importance d'un outil politique qui est, je trouve que c'est un outil politique qui est la non-mixité et l'idée de la non-mixité. Parce que finalement, je me suis beaucoup disputée avec un certain nombre de personnes sur ce que c'est que la non-mixité. C'est donc de pouvoir offrir des espaces à des gens. Par exemple, il y a la mutinerie à Paris qui est 100 personnes, 100 mecs cis finalement, et qui est faite pour les personnes trans et pour les femmes, pour les mecs trans, les filles trans, etc. Et en fait, c'est hyper important parce que l'espace public appartient un petit peu au regard masculin et au prisme dominant, tandis que des espaces comme ça permet quand même d'avoir des moments où on n'est que... Des moments de répit. Ouais, c'est des moments de répit. C'est pas un c'est un entre-soi. C'est pas dans un esprit communautaire, mais... Mais même, moi j'ai envie de dire, on s'en fout du communautarisme. C'est pas une chose qui existe. Et en fait, la question c'est quelle agglomération est problématique en fait. Quand on a des hommes blancs hétérosexuels entre eux dans des espaces comme l'entrepreneuriat, l'Assemblée nationale, etc., tous les postes de pouvoir. En fait, même tous les quartiers qui sont super blancs. Et qui ne sont pas problématisés, mais le problème, c'est quand il y a des... C'est clair. Je ne sais plus quelle rappeuse avait dit ça dans un débat. Elle a dit des blancs ensemble, c'est un débat, et des noirs ensemble, c'est du communautarisme, en fait. C'est que notre organisation, en dehors des pouvoirs et des injonctions, parce que quand il y a des noirs et des arabes en banlieue, il n'y a pas de problème, mais quand ils sont dans l'espace public, là, tout d'un coup, quand ils font des débats, là, c'est problématique, tu vois. Et le communautarisme n'existe pas. C'est quand il y a des personnes minorisées ensemble et qui s'organisent ensemble, c'est là où c'est problématisé. Surtout qu'on crie au communautarisme alors que finalement, il y a plein d'espaces en non-mixité qui existent, notamment dans des lieux de pouvoir, qui sont dirigés par des hommes blancs. Et en fait, on n'a pas à coller cette étiquette-là de non-mixité, mais elle est implicite et elle est tellement puissante que personne ne se pose de questions, quoi. Et même, j'ai envie de dire, quand la police contrôle les personnes racisées et les exclut de l'espace public, la police crée l'espace public comme un lieu de non-mixité blanche, en fait. Complètement. C'est qu'il n'y a que les blancs qui ont le droit d'être dans l'espace public. Complètement. Et aujourd'hui, est-ce que justement, on est donc en 2019, vous connaissez, comment vous vous sentez? Vous êtes heureux, vous êtes bien? En phase avec vous-même. Vous êtes, j'imagine, toujours en colère, ce qui est normal, mais comment vous vivez? Je suis exténué. C'est vrai, fatigué? Je suis exténué. Mais il y a une semaine, j'étais au café avec une amie et on sort, et une femme blanche qui me regarde et qui fait « Ah non, mais moi j'arrête les noirs. » What? Et moi j'étais... Mais non, mais c'est un truc de fou. Mais ça m'est arrivé il y a une semaine. Et moi j'étais là, mais comment ça? Et par j'arrête les noirs, c'est non, mais les noirs m'intéressent plus, je couche pas avec. C'est ça qu'elle me disait. Et moi je fais, mais non. Et mon ami qui me fait,
qui est blanche qui fait « Mais est-ce qu'elle vient de dire j'arrête les noirs ?» Et en fait, il n'y a pas de moment de répit. Ok. Il n'y a aucun moment de répit. Et je suis exténué. Franchement, c'est vraiment ça mon état. Ouais, je suis exténué. Moi, je vais rajouter un mot, c'est que je suis désespérée. Je pense que c'est assez fatigant et déjà de faire un peu de la pédagogie et puis aussi de... Enfin, moi, je passe mon temps à... Je suis assez patiente, en tout cas avec les gens que j'aime. Donc, j'essaie de faire... Je sais pas comment tu fais. Bah, j'essaie de faire de la pédagogie parce que avec le podcast Intérieur Queer, je suis soumise, en tout cas, à l'écoute de ma famille autour de moi. Donc j'ai pas mal de retours et c'est assez compliqué. Mais puis je suis désespérée parce que samedi soir dernier, j'étais à Lyon pour la soirée Garçons Sauvages, qui est une soirée drag queen organisée, chaque année. Et rien, on est rentré à pied à 6h du matin. On était 4 et il y a des mecs qui se sont arrêtés, qui sont passés devant nous en disant « sale pédé ». C'est fatigant. Je crois pas à la pédagogie. Je crois pas à la pédagogie. Pour moi, les gens se mentent, en fait. Parce que j'ai passé mon temps... Vraiment, pendant beaucoup d'années de ma vie, j'ai dit ah mais non, tu peux pas dire ça, c'est raciste. Et je leur explique vraiment pourquoi c'est raciste et l'histoire de tel ou tel mot, ou pourquoi tu peux pas dire nègre quand t'es blanc, etc. etc. Et les gens n'écoutaient pas. Et je disais, bah non, tu peux lire ça, tu peux lire Baldwin, tu peux lire tel. Je donnais vraiment toute mon énergie pour les éduquer, et les gens n'écoutaient pas. Et c'est quand tu t'énerves. Moi, j'utilise l'arrogance maintenant comme mécanisme, en fait. Je m'en fous, je sais mieux que vous, je le subis, oui, voilà. Je suis concernée, en fait. Voilà, et en fait, même l'arrogance est de s'énerver, et c'est là où les choses changent. Je pense que tu peux pas, quand tu... Mais ça rejoint là ce truc de fatigue, en fait. T'es obligé de te mettre dans des états impossibles pour pouvoir faire passer Mais moi, je me quelque sens chose. mieux parce que j'ai arrêté la pédagogie. Parce que C'est ce que tout le monde me dit. Tout le monde me dit arrête la pédagogie, tu te Non, mais sentiras mieux. ça veut pas dire ne crée pas de contenus qui peuvent servir à la pédagogie. Mais, et même, en fait, ne pas être dans la pédagogie, c'est être autonome, en fait. Ne pas parler pour dire il faut que je parle aux blancs pour leur faire comprendre. C'est que tu parles de la manière la plus radicale possible. Parce que quand on s'adresse aux personnes majoritaires et qui possèdent le pouvoir, on essaie toujours de pas trop les frustrer. Réguler. Et voilà, on vous amène petit à petit. Et en fait, quand on a un discours radical, à un moment, tout est chamboulé. Franchement, repose-toi et arrête la pédagogie. Ça doit être le mot de la fin, parce qu'on doit terminer. Donc, un message à faire passer aux gens qui nous regardent. Arrêtez de vous mentir. Et lisez Baldwin et Monique Wittig et Audrey Lorde. Cultivez-vous. Ouais. Et Donna Haraway, et puis Cathy Hacker. Et pour les gens qui n'aiment pas lire, dont c'est pas la culture de lire, Audrey Lorde. Parce qu'il y a plein de gens qui lisent pas. Il y a des super belles interviews d'archives. Il y a des super trucs qui sont faits. Et même, regardez cette émission, écoutez les personnes minoritaires et suivez Femmes Noires versus Dating App, grâce à qui j'ai pu créer mon compte et qui est un compte super important. Merci beaucoup tous les deux d'être venus. Merci pour la force, le courage et l'inspiration que vous donnez, je pense, à plein de gens qui vont nous regarder. Donc, merci. Et merci à Click de nous permettre de faire cette émission. À la fois prochaine.